bien sûr, le problème ne se posait pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Alors, nous avons choisi de toute façon, notre manière pour la question des enfants, puisque c'est quelque chose de très fragile, c'est de ne pas les ramener, tout simplement. De les aider là où ils sont. Il y a beaucoup plus de moyens de ne pas forcément ramener des enfants et de les sortir de leur environnement. On peut les aider bien entendu sur place, d'une manière, de la meilleure façon, en les gardant dans leur cellule familiale. Et ça, c'est notre façon de travailler. Mais je pense que tout ça, moi, je pense que c'est du bénéfice. De toute façon, ça nous donne un espace de réflexion pour encore améliorer notre travail et avancer dans la transparence et dans la relation entre nous et le bénéficiaire. Madame Bonnet. Pour revenir sur la question que vous avez soulevée, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'argent à faire dans l'humanitaire, parce que comme le disait très justement Jean-Hervé Bradol, l'humanitaire c'est quand même une économie de pénurie de manière générale, même si les moyens vont en se développant, c'est clair, comme le disait François Pignon. Simplement, je crois que le risque, c'est plutôt que on doit être efficace, donc professionnel, simplifions dans ces termes, qu'il faut des moyens pour être efficace, donc des moyens financiers, mais que de plus en plus, on finit par perdre de vue la finalité de l'action. C'est-à-dire que la finalité, ce n'est plus le secours, répondant à des besoins, mais c'est le moyen. C'est-à-dire que le moyen se substitue à la finalité. Et ça, c'est une évolution du professionnalisme humanitaire qui est dans une logique, à mon avis, dangereuse. C'est-à-dire qu'on va finir par confondre ce qu'on appelle la victime, même si le terme n'est pas convenable, ou le bénéficiaire. Alors là, c'est encore moins adapté au sort des populations qui sont dans le besoin, et parfois sur des besoins vitaux. Mais on va finir par les confondre avec des clients, on va finir par confondre ces territoires avec des marchés, et on va finir par confondre ces marchés avec du business. Et moi, à mon avis, je crois que s'il n'y a pas, comme le disait Ronnie, un engagement, une motivation, alors le professionnalisme peut dériver de cette façon-là, tout en étant d'ailleurs par ailleurs efficace, mais au risque de l'humanitaire lui-même. Donc, nous, ce que nous disons à Solidarité, aux volontaires, c'est bien sûr on doit être efficace, on doit avoir un métier, on doit avoir une spécialité, mais que c'est au service d'une cause qui est l'humanitaire. Ce n'est pas le métier qui est la finalité, ça n'est que le moyen, et les moyens financiers ne sont qu'un moyen. Madame, je crois que vous vouliez prendre la parole. Merci bien. Ce qui me gênait, Ronnie Breuman, c'est que quand on écoute le rapport du GIEC avec les effets néfastes du réchauffement climatique, donc on a l'effet tsunami, donc le sud-est asiatique qui va être de plus en plus noyé, on le voit en Inde. Donc c'est là qu'il faut intervenir sur le fait de professionnaliser des équipes pour ce type d'intervention. Et puis l'Afrique, donc il y aura une partie qui sera aussi avec des inondations comme on a vu récemment, et puis ce processus de désertification. Et là, précisément, il faut des équipes différentes. Et l'Arche de Zoé, elle a voulu faire sur les deux fronts. On a vu, elle s'est cassée la figure sur le deuxième front. Le tsunami, peut-être qu'elle a été efficace. Et alors, pour les pays désertiques, je reviens. Donc, c'est un processus de long terme. Donc là, il faut vraiment des équipes, comme dit le Premier ministre, des équipes très soudées, très proches du terrain, qui connaissent les problèmes de l'eau et de tout ce qu'il y a là-bas. Merci. Merci, madame. Joseph Dato. Oui, excusez-moi d'être têtu sur mes questions de tout à l'heure, mais j'écoutais avec beaucoup d'attention les uns les autres. Y a-t-il, de la part des ONG en France, un déficit de communication? Je ne crois pas. Nous surcommuniquons. Nous publions partout. Nous avons des sites internet, des blogs, tout ce qu'on veut. Tout le monde connaît les grandes ONG en France. Et c'est pour ça que ça nous joue un tour. Première remarque à mon avis, que ça nous joue un tour dans ce que je pense être un vrai risque d'érosion de la confiance, malheureusement. Deuxième point, les principes. Ils existent. Il y a des chartes à profusion, ici et là. Il y a des comités de la charte, il y a tout ça. Donc je rejoins le fait qu'il faut les rappeler, etc. Mais ils existent, ils ont été élaborés. Les principes, les grands principes d'intervention entre les ONG. Les normes, elles existent. Sphère, Co, et Compass, et Synergie, tout ce qu'on veut. Donc on est hyper normé. Je veux dire, Sans on compter les s'auto-hyper nombreux audits que vous subissez. Actuellement, en plus, dans la vraie vie, là, on est en train d'en subir un, justement, donc ça tombe bien, bonne remarque. La notoriété, elle existe. Tout le monde sait qui est Action contre la faim, que fait Action contre la faim, qui est MSF, que fait MSF, qui est MDM, ainsi de suite, qui est handicap. Tout le monde le sait, donc c'est pas la peine de le répéter, puisque tout le monde le sait. Qu'on fait de l'humanitaire dans des pays en déshérence ou des contextes de crise, etc. Donc, il n'y a pas de problème d'identité. Troisième élément, pardon. Qui sommes-nous
à part qu'on va être tous d'accord entre nous, pour séparer le bon grain de l'ivraie nous-mêmes entre nous. Il y a le bon grain, c'est nous, et il y a l'ivraie, c'est les autres. Bon, c'est pas nous qui allons le dire. C'est d'autres personnes qui vont le dire. C'est un jugement, c'est une histoire, etc. Je reviens sur cette question, mais que je crois très très importante, de la perception qui s'altère. Monsieur l'a dit à propos de la façon dont les choses étaient perçues hier à Genève, dans ce bureau de coordination. Je répète ma question. Ne pensez-vous pas qu'il y a un vrai problème de risque d'érosion et un problème vrai d'altération de la perception de ce que nous sommes dans les pays d'Afrique et ailleurs, et du monde arabe où je vais de plus en plus souvent, etc. Enfin, il y a vraiment, je crois que cette question, on ne peut pas l'éviter et tourner en rond sur le principe qu'il faut réaffirmer les principes de normes et de bonne conduite et je ne sais pas quoi. Donc, Joseph Dato, il n'y a pas de problème, tout existe. Il vous suffit de s'en servir. Ronnie Broman. Moi, je crois que la réponse justement, cette dernière question me permet de faire le lien plus facilement encore que ce que je voulais faire. Je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit sur la profusion des règles, des codes, des dispositifs de toutes sortes, et c'est bien la raison pour laquelle moi non plus je ne veux pas de cette idée de label ou de code ou de surcommunication. Mais moi je crois que la réponse aux questions et aux problèmes que tu viens de soulever, c'est M. Ngupande qui l'a donné tout à l'heure, avec ce qu'on pourrait appeler à sa suite la culture du coût. Cette culture du coût, elle a maintenant, cette culture du coût COUP, elle a maintenant un coût COUT extrêmement élevé. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir. Et moi, venant, étant toujours d'ailleurs à NSF, venant de NSF, ayant été moi-même impliqué dans un certain nombre de coûts, si je me retourne, vraiment, c'est pas les moments dont je suis plus content dans mon parcours. Et même, je ne peux pas empêcher de constater que chaque fois qu'on montait un coup, c'était au prix de simplification qui confinait à la tromperie. Et c'est donc bien, je crois, de cela qu'il s'agit. Alors, c'est peut-être de cette culture-là qu'il faut défaire. Elle a peut-être une affinité tellement grande avec le coût télévisuel qu'elle ne peut plus du tout s'en distinguer et que finalement, elle n'est plus rien d'autre que cela. Donc c'est peut-être l'un des points, il y a bien entendu d'autres choses sur lesquelles il faut réfléchir, mais c'est peut-être la chose, le domaine, le territoire sur lequel cet événement malheureux de l'Arche de Zoé nous invite le plus à réfléchir. Oui, et en même temps, comme Philippe Chabas l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à partir du moment où on surfe sur l'indignation pour accroître le nombre de donateurs, et on sait que l'indignation, les gens sont indignés pendant quelques jours, quelques semaines, et puis une indignation chasse l'autre, comme une information chasse l'autre. L'indignation, c'est une posture médiatique. Les sentiments profonds sont qu'on reçoit, ils sont toujours beaucoup plus trous, beaucoup plus compliqués. On est justement dans le coup. Et quand j'entends une personnalité éminente, ex-humanitaire, utiliser ce terme, c'est pour ça que j'ai envie de réagir, utiliser ce terme comme un argument. L'indignation est un argument. Mais moi, je connais des tas de gens qui sont indignés qu'on ne coupe pas les couilles aux pédophiles, réels ou supposés, que la peine de mort ait été abolie, que ce soit le bordel, je ne sais où, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec l'indignation? Absolument rien. L'indignation est le sentiment le plus stérile, l'énergie la plus protéiforme qui soit. L'indignation sans un jugement, sans une réflexion, sans quelque chose de plus, ça n'est absolument rien d'autre qu'une posture publique et qui va fort bien justement avec le clip médiatique, la main sur le cœur, le coup de gueule et ensuite on passe à autre chose. Très bien. Enfin, c'est quand même la concurrence entre ONG à une époque qui vous a conduit à cette posture et à utiliser l'indignation quand même. Enfin, je ne rêve pas. Je reçois les mails des ONG, je vous vois à la télévision quand même. Donc l'indignation, vous la pratiquez, vous surfez, vous jouez avec quand même malgré tout. Non. Vous ne faites appel qu'à l'intelligence de vos donateurs. Non, je crois qu'on peut se dispenser de et jamais à leur cœur.